Bonjour à tous, ici Richard Vatinier alias Grommy pour l'artiste autodidacte. Alors dans cette vidéo du mardi, on va aborder une nouvelle dualité, qui est la dualité entre la technique et la créativité. Alors cette thématique, ça m'a été inspiré par un commentaire Facebook que j'avais vu il y a un certain temps sur un groupe que je suis, avec un artiste débutant qui se demandait s'il devait prendre des cours de dessin ou pas, puisqu'il avait peur de perdre son style et sa créativité en prenant des cours et donc en acquérant de la technique. Donc, ma première réaction, c'était une réaction assez viscérale, on va dire, et je me suis dit que ça n'avait pas vraiment de sens comme question. Mais étant donné que sa crainte était bien réelle et qu'en voyant les réponses à son questionnement, je voyais que c'était une crainte qui était relativement partagée, je me suis dit qu'il y avait quelque chose derrière ça. Quelque chose que je devais creuser, puisque pour moi, en tant que professeur de dessin, la technique n'entre évidemment pas en conflit avec la créativité. Donc je n'ai pas changé forcément d'avis sur ce point-là, mais ça me semble important d'expliquer comment j'en suis arrivé à cet état d'esprit, et en quoi la technique ne va pas vous empêcher d'être créatif. Donc d'abord, pourquoi il y a ces craintes ? Eh bien déjà, c'est vrai qu'on peut voir que dans certaines écoles qui enseignent certaines techniques, les étudiants finissent par avoir un style qui est relativement similaire, avec des projets de fin d'année qui se ressemblent quand même beaucoup. Et donc on pourrait se dire que les étudiants perdent un peu de leur personnalité dans l'apprentissage. Il est également vrai qu'on peut voir que certains artistes ont un style qui découle un petit peu de leur manque de technique ou leur manque d'intérêt pour la chose technique. L'exemple que je prends régulièrement, c'est Lewis Trondheim, puisque c'est à la fois un auteur qui a un grand succès, mais dont les dessins ne sont pas très impressionnants techniquement. Avec le temps, je pense qu'il a acquis une bonne technique de dessin, mais les techniques de dessin, genre la perspective, l'anatomie, etc., c'est pas forcément ça qui l'a intéressé. Lui, il s'est plutôt concentré sur la narration. C'est une autre façon de faire, et d'ailleurs c'est une autre technique aussi. Mais ce que je pense, c'est que s'il avait appris la perspective de manière très théorique, ça n'aurait pas forcément tué sa créativité. Par contre, effectivement, c'est du temps qu'il aura employé à apprendre toutes ces techniques-là qui n'auraient pas été utilisées pour développer sa créativité. Donc dans un sens, il y a quand même un lien entre les deux, mais c'est sûr que l'un ne va pas empêcher l'autre. Un point par contre qui est vrai, c'est que les limitations techniques qu'on va avoir vont peut-être nous pousser à trouver des solutions originales pour détourner cette limite. Par contre, ce qu'il ne faut pas que ce soit, c'est que ce soit une excuse. Il ne faut pas se dire « je sais pas faire tel truc, bah c'est mon style, c'est comme ça ». Tout ce qui nous empêche réellement d'exprimer ce qu'on veut exprimer est problématique. C'est pour ça qu'à mon sens, la technique va libérer la créativité si elle est bien utilisée. L'important, c'est de trouver le bon équilibre. Et il faut que la technique reste à sa place. Il ne faut pas que la technique devienne plus importante que la créativité. Il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose parce que techniquement, ce serait faux. La technique doit devenir un outil, un peu comme la grammaire est importante dans le langage, mais que les poètes vont parfois s'en libérer pour faire des poèmes qui vont être plus forts, qui vont apporter plus d'émotion. Et l'important au final, ça va être la justesse de l'émotion qu'il y a derrière. Ce qu'il faut bien voir à mon sens, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre créativité et technique, c'est juste que c'est deux choses qui ne sont pas au même plan. À mon sens, c'est la créativité qui est le plus important, c'est ce qu'on veut raconter, c'est l'histoire, c'est l'émotion. Et après, la technique, ça va être un filtre par lequel la créativité va s'exprimer. Quelqu'un qui a vraiment peu de technique va être un peu plus limité dans ce qu'il va pouvoir faire. Tout comme quelqu'un qui ne connaît pas la grammaire ou la conjugaison va avoir plus de mal à exprimer ce qu'il veut dire en français. À partir du moment où vous êtes bon techniquement, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction et exprimer clairement ce que vous voulez exprimer. Un deuxième point important, c'est que quand on apprend le dessin, notre esprit va évoluer et de nouvelles idées vont germer. Quand on étudie un sujet, ça apporte des nouveaux blocs avec lesquels jouer dans notre esprit. Parce que l'imagination, la créativité, c'est surtout assembler des blocs qui sont dans votre esprit de manière différente. Si vous n'avez que 3 blocs, il y a très peu de combinaisons que vous pouvez faire avec. Par contre, si vous commencez à apprendre des choses techniques, des choses sur le monde, des formes, des langages visuels, il va y avoir de plus en plus d'idées graphiques qui vont se chevaucher et qui vont pouvoir se mêler pour faire des nouvelles choses. Imaginez ça un peu comme un jeu de Lego. Si vous avez que 3 blocs de Lego, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Et si vous avez des tonnes de blocs de Lego avec plein de formes différentes, vous allez pouvoir faire des constructions plus complexes. Mais alors il y a une nouvelle question qui se pose, c'est qu'on dit que les enfants sont créatifs. Et pourtant les enfants n'ont pas beaucoup de connaissances. Et c'est vrai effectivement, quand je vois mon fils qui a 2 ans, il va tenter plein de nouvelles choses, des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Il va tenter des choses relativement créatives. Et ça en fait, c'est parce que les enfants n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas d'a priori sur ce qui va être possible ou pas de faire. Ce qui va limiter notre créativité, c'est nos a priori. Et effectivement, parfois en étudiant la technique, ces a priori vont croître. Et c'est ça auquel il faut faire attention. Avoir des idées créatives, c'est supprimer tous les filtres pendant un moment, et après, on va rajouter ces filtres-là pour agencer les choses. Mais dans un premier temps, il ne faut pas se donner de limites.
Et c'est assez dur à faire puisque notre cerveau, c'est normal qu'il essaye d'organiser un petit peu les choses. Et plus on va avoir de blocs avec lesquels jouer, plus les combinaisons vont être infinies et du coup, devant l'infini, on pourrait être relativement bloqué. Donc du coup, notre cerveau va commencer à faire des grandes catégories, va commencer à classer des choses comme possibles ou impossibles, ce qui fait que ça va nous créer des limitations. Et en fait, plus on vieillit, si on n'a pas l'habitude de faire travailler notre côté créatif, donc du coup de faire péter ces barrières de temps en temps, eh ben petit à petit, le filtre va se rigidifier en gros. Et notre cerveau va catégoriser des choses de manière très forte, comme possible ou impossible. Et c'est là où va se poser le problème. Donc c'est une sorte d'entraînement, une sorte de muscle à faire travailler la créativité. Il va falloir régulièrement faire travailler ça pour assouplir en gros le filtre qu'on va avoir et s'habituer de temps en temps à travailler avec des idées sans les juger. À mon sens, la créativité, à mon sens, il y a vraiment deux grandes façons d'augmenter notre créativité. C'est d'agrandir le nombre de blocs initiaux, donc de faire des recherches, de chercher des références, d'apprendre la technique, etc. Et la deuxième technique, c'est de faire tomber les filtres au moins temporairement. Ce qu'on appelle le brainstorming. Quand tu fais du brainstorming, en général c'est en groupe, on va lancer tout ce qui nous passe par la tête, même si c'est ridicule, on va tout noter, on va faire des nouvelles associations, etc. etc. L'idée c'est vraiment de balancer tout ce qu'on a, sans aucun filtre. Et en plus dans le brainstorming, si on confronte plusieurs cerveaux, on confronte plusieurs types de blocs qui vont s'entrechoquer et se combiner de nouvelles façons. Et donc après on se pose, et c'est là où on va rajouter tous les filtres et la technique, etc. etc. C'est cette technique-là qu'il faut utiliser constamment en art. Par exemple, en concept art, qui est donc un des métiers dont je vais parler prochainement, au début, on va faire énormément de croquis pour justement lancer sur le papier toutes les idées qu'on peut avoir, même les idées ridicules, même les idées avec des formes qui sont bizarres, etc. etc. Et après, on va faire une sélection là-dedans et on va raffiner. Et c'est là où on va ajouter tous les côtés techniques. C'est ce que je suis en train de faire dans l'image que vous voyez derrière. L'image que vous voyez derrière qui est en train de se faire, c'est une image que j'ai réalisée pour l'atelier de character design, qui a eu lieu le mois dernier et qui est encore disponible d'ailleurs sur Gumroad, où d'abord, l'idée c'était de faire des recherches et de lancer des formes, et après, de raffiner le personnage. En ajoutant la perspective, en mettant un bon ancrage, en gérant l'anatomie, travaillant par couches, etc., etc. Et donc vous voyez qu'on peut utiliser la créativité et la technique de manière séquencée, l'un après l'autre. D'abord on débride la créativité, ensuite on rajoute la technique dessus. C'est quelque chose qui va pouvoir être généralisé dans presque tous les domaines créatifs. Dans n'importe quel projet, on va souvent avoir une phase créative au début, on va ajouter de la technique au milieu, on va continuer à avoir un petit peu de créativité dans la résolution de problèmes techniques, parce que de temps en temps on va se retrouver avec un problème qu'on n'avait pas anticipé au moment de la phase créative, et donc il va falloir continuer à résoudre des petits problèmes par la suite. Et enfin, dans la dernière phase, on va avoir juste de l'exécution, où là c'est juste de la technique pure, voire juste du rendu, où il n'y a plus besoin de beaucoup réfléchir. Donc ça se fait en illustration, c'est comme ça, au début on fait des thumbnails, des compositions, ensuite on va ajouter la perspective, on va designer chaque élément, et après on va faire le rendu. En concept art c'est pareil, d'abord on fait le design où on est très créatif, ensuite on fait la mise en volume, les recherches de matière, et enfin on fait le rendu. Ou en BD c'est un peu pareil, on fait d'abord le storyboard, où on va agencer les choses de la manière la plus créative, la plus narrative possible. Ensuite on va faire le dessin, et enfin on fait que l'ancrage, où pour le coup, on est juste sur de la technique pure d'ancrage. Donc après ça continue comme ça sur tous les domaines du dessin, voire tous les domaines créatifs en règle générale. Donc ce à quoi il faut faire attention pour ne pas perdre sa créativité et son style en gagnant en créativité, c'est qu'il faut faire attention à ne pas travailler que la technique. C'est pour ça que dans tous les cours que je donne, il y a toujours une phase observation, une phase plus technique et une phase d'imagination. Et c'est très important d'exploiter toujours ce que vous apprenez en imagination, pour que vos fameux filtres par lesquels votre créativité va s'exprimer ne perdent pas en souplesse, et que votre imagination soit toujours fertile. Deuxième chose, c'est qu'il faut toujours garder une grande curiosité. Il faut être curieux du monde, apprendre de nouvelles choses, s'intéresser à de nouveaux types de personnes, pour continuer à enrichir votre banque visuelle et le nombre de blocs que vous avez. Et après, il faut utiliser tous ces blocs pour créer de nouvelles choses, pour éviter que ces blocs-là prennent la poussière. Puisque c'est pareil, en vieillissant, en tant qu'artiste, on a tendance à trouver dans notre style des petits mécanismes qui fonctionnent et qu'on va réutiliser tout le temps. Ça fait qu'il y a certains blocs qu'on va utiliser constamment et d'autres qu'on va complètement laisser prendre la poussière. Et ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent faire que notre art va se scléroser et va perdre en intérêt. Et donc deuxième point important, ça va être qu'il va falloir utiliser juste la technique pour ce qu'elle est. C'est un outil de communication, mais si la technique va à l'encontre de la narration, de l'émotion, il faut réussir à passer outre. Si la technique n'est pas là pour amplifier ce que vous voulez dire, il faut oublier la technique. En tout cas pour votre art personnel.
Et enfin, tout dernier point, si la question d'ajouter de la technique ou pas à votre dessin peut se poser dans certains domaines, comme l'art de galerie ou dans une certaine mesure la BD ou l'illustration, autant la question ne se pose pas pour le dessin dans le jeu vidéo, dans le dessin animé, dans le tatouage, l'architecture, le design industriel et tous les arts plus techniques justement. Là, il n'y a aucun doute, la technique est vraiment super importante. Si vous voulez travailler dans le dessin, dans le jeu vidéo, le dessin animé ou l'architecture ou d'autres choses comme ça, vous devez avoir une bonne technique, puisque c'est des domaines où votre dessin va être un outil pour l'équipe. C'est un outil pour que vous puissiez communiquer vos idées à un modeleur 3D, à quelqu'un qui va faire les textures, à quelqu'un qui va bâtir une construction, ou à quelqu'un qui va fabriquer un objet. Et tous ces dessins-là, c'est forcément des dessins qui doivent être techniques, c'est des dessins qui doivent être codifiés, pour qu'ils puissent être lus par n'importe quel artiste qui va venir derrière dans la chaîne de production. Et c'est vrai que c'est des arts où on va pas pouvoir faire beaucoup de fantaisie avec la technique. Par contre, c'est des arts où on peut faire des fantaisies avec le design. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de froid et mécanique. Simplement ici, la technique va être utilisée comme un filtre pur et un outil de communication. Là où en BD, en illustration ou en art de galerie, ça va être un peu moins important. Tant que l'émotion est forte, ça peut fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Après, il faut avoir un bon sens de la narration, il faut avoir quelque chose à raconter. Et avoir un dessin qui, même s'il n'est pas forcément une bonne transcription technique, va au moins raconter les choses de manière claire. C'est surtout ça qu'on demande. Principalement en BD d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait d'accroc dans la fluidité de la narration. Mais donc ça, on en reparlera quand on parlera du métier de dessinateur de BD. Donc voilà, j'espère que j'ai bien clarifié cette question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser aussi, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!